Chers amis, j'aimerais parler rapidement du film L'Empire du silence du cinéaste belge Thierry Michel, film qui sera projeté très prochainement à Kinshasa, notamment au Palais du Peuple. J'ai assisté il y a un mois à l'avant-première de ce film à Bruxelles et je dois dire que ce film documentaire a le mérite d'exister. La raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'est parce que, après l'avoir visionné, je dois dire que le film L'Empire du silence, de mon point de vue, propose une lecture des événements qui n'est pas conforme à la réalité des faits. Thierry Michel reprend dans son film les arguments des éléments de langage utilisés par Paul Kagame et le Rwanda pour justifier l'invasion puis la déstabilisation du Zaïre. L'argument principal qui est utilisé est que le Zaïre, à la suite du génocide rwandais, a hébergé dans les camps du Nord et du Sud Kivu des personnes qui ont été impliquées dans le génocide au Rwanda. Ce qui n'est pas faux en réalité, puisque après le génocide, il y a eu près de 2 millions de réfugiés à l'est du Zaïre, notamment dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Et parmi ces réfugiés hutus rwandais, il y avait justement des personnes qui ont été impliquées dans les massacres d'avril et juillet 1994 au Rwanda. Sur ce point, on s'entend. Par contre, l'argument qui a été utilisé pour justifier l'invasion du Zaïre peut aujourd'hui être relativisé. Il y a 15-20 ans, Thierry Michel aurait tenu ses propos, aurait repris ses arguments, cela n'aurait pas posé problème. Mais aujourd'hui, l'état des connaissances sur ce qui s'est passé dans cette région a tellement évolué qu'on ne peut plus accepter les arguments qui ont été utilisés par Thierry Michel, donc les éléments de langage du Rwanda que Thierry Michel a repris dans le cadre de son film L'Empire du silence. Pourquoi je dis que l'argument sécuritaire utilisé par le Rwanda ne tient pas? Parce que je me suis intéressé à cette question. J'ai écrit des livres, vous le savez, sur la région des Grands Lacs. Et avant moi, d'autres personnes l'ont fait. Charles Onana, Pierre Péan, pour ne citer que ces deux-là. Et quand je me suis intéressé à la crise des Grands Lacs, j'ai voulu comprendre ce qui s'est passé au Rwanda et pourquoi est-ce que le Rwanda a envahi le Zaïre. Et l'une des choses qui avait retenu mon attention, c'était la stratégie militaire utilisée par Paul Kagame et son armée, donc l'armée patriotique rwandaise, pour conquérir le Rwanda. Et en examinant l'avancée des hommes de Kagame pendant sa phase de conquête de pouvoir au Rwanda, j'avais pu remarquer qu'il avait pris ses adversaires en tenaille. Au Burundi, la situation était catastrophique parce que le président du Burundi était mort dans l'avion transportant le président Habyarimana, donc le monsieur Cyprien Taramire était mort dans le même avion. L'Ouganda était la base arrière du Front patriotique rwandais de Kagame. La Tanzanie, la frontière était fermée et la seule porte de sortie laissée aux fouillards Hutus, c'était le Zaïre. Et ça m'avait intrigué. Donc, en examinant cette stratégie militaire, j'ai vite réalisé que Kagame avait poussé sciemment les réfugiés Hutus et les auteurs des massacres au Rwanda au Zaïre. Était-ce innocent? Je ne le crois pas, comme je l'ai dit dans mon livre. D'ailleurs, à ce sujet, il faut lire ce que dit le général français Jean-Claude Lafourcade, qui était le patron de l'opération turquoise, la force militaro-humanitaire mise en place pour empêcher le déversement des réfugiés Hutus rwandais au Zaïre et surtout pour stabiliser la situation sur place et éviter la poursuite des massacres au Rwanda pendant le génocide. Que dit Jean-Claude Lafourcade? Lafourcade est étonné de voir Kagame et son armée pousser les auteurs des massacres au Rwanda vers le Zaïre. Il se pose même la question en disant « Mais Kagame a déjà gagné la guerre. Pourquoi continue-t-il à exercer une pression militaire forte sur les Hutus au point de tous les pousser vers le Zaïre ?» C'est des années plus tard qu'on a compris pourquoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur l'argument sécuritaire est que cela a été fortement démenti par les experts des Nations Unies qui ont enquêté sur le pillage des ressources naturelles du Congo. En 2002, voici ce que disent les experts des Nations Unies. Le Rwanda a justifié la présence continue de ses forces armées par des raisons de sécurité, alors que leur objectif réel à long terme consiste, pour reprendre les termes employés par le Bureau Congo de l'armée patriotique rwandaise, à se procurer des biens. Les dirigeants rwandais ont réussi à convaincre la communauté internationale que leur présence militaire dans l'est de la République démocratique du Congo a pour objet de protéger le pays contre des groupes hostiles qui se trouvent en RDC et qui, selon eux, se préparent activement à envahir le Rwanda. Le groupe d'experts
a de nombreuses preuves du contraire. Dans leur rapport, les experts des Nations Unies citent un jeune Interamwe, c'est-à-dire les Interamwe sont les milices Hutus qui ont été impliqués dans les massacres pendant le génocide au Rwanda. Qu'est-ce que l'un des Interamwe interrogés dit aux experts? Voici ce que dit le rapport des Nations Unies. Un combattant âgé de 30 ans, un combattant Interamwe âgé de 30 ans, vivant dans la région de Bukavu, a décrit la situation comme suit lors d'une entrevue enregistrée avec un représentant de l'ONU au début de 2002. Ça, c'est le combattant Interamwe qui parle. Ils ne sont pas au Congo pour nous chasser. Ils, ce sont les soldats de l'armée patriotique rwandaise, de Kagame. Ils ne sont pas au Congo pour nous chasser comme ils le prétendent. Je les ai vus exploiter les mines d'or et de coltan ici. Nous voyons comment ils violent la population. C'est pour cette raison qu'ils sont ici. Les soldats de l'APR, donc l'armée patriotique rwandaise, viennent et tirent en l'air. Si vous avez de la chance et vous avez un grand frère dans l'armée patriotique rwandaise, il arrivera peut-être à vous trouver quelques provisions et des munitions. On comprend que l'argument sécuritaire utilisé par Kagame pour justifier l'attaque du Zaïre, argument repris par Thierry Michel dans le cadre de son film, cet argument ne tient tout simplement pas la route. Je dois rappeler un autre fait important. Pendant l'invasion du Zaïre en 1996, les Nations Unies ont décidé de mettre sur pied une force multinationale. Cette force devait être dirigée par le Canada, par un général canadien qui s'appelle Maurice Barrel. Que s'est-il passé? Le Rwanda, les États-Unis et le Canada ont court-circuité la mise en place de cette force qui aurait pu permettre de non seulement mettre fin au combat, mais surtout de sécuriser les réfugiés qui étaient massacrés et d'empêcher que le Rwanda ne continue à déstabiliser le Zaïre. Ce qu'on ne dit pas dans cette affaire, c'est que la force multinationale a été court-circuitée par les États-Unis, le Canada, avec la complicité du Rwanda, parce qu'il fallait laisser le champ libre à Paul Kagame, qui agissait à ce moment-là comme le sous-traitant officiel d'une mondialisation sanguinaire en Afrique centrale. Donc pour avoir la tête de Mobutu, les Américains ont laissé leur poulain rwandais faire n'importe quoi à l'est du Zaïre. Et plus grave dans cette affaire, c'est que des avions espions américains ont supervisé les massacres. Ça, on le sait aujourd'hui. Ces avions prenaient, localisaient les réfugiés, envoyaient des photos aux troupes rwandaises qui étaient au sol, qui, elles, s'adonnaient au massacre des hommes, des femmes et des enfants Hutus rwandais et congolais. Donc, en gros, des milliers, des centaines de milliers de Hutus rwandais et des Congolais ont été sacrifiés sur l'autel des grands enjeux géopolitiques. Ça, le film de Thierry Michel ne le dit pas. Ça, les grands médias occidentaux ne le disent pas. On nous présente toujours l'argument sécuritaire qu'avait souvent brandi le Rwanda pour justifier les massacres, ou pour expliquer en tout cas les massacres qui ont eu lieu dans cette partie du Congo. Ce qui, aujourd'hui, au regard de l'état des connaissances, ne résiste ni à l'épreuve du temps, encore moins à la force de la vérité. Et si l'argument sécuritaire tenait vraiment la route, ou si le Rwanda était intervenu au Zaïre pour sécuriser ses frontières, pourquoi ces forces ont-elles foncé jusqu'à Kinshasa au point de renverser le président Mobutu? On voit bien que l'argument a toujours été utilisé pour justifier une guerre qui avait en fait des objectifs qui n'avaient rien à voir avec la question sécuritaire au Rwanda ou dans la frontière commune entre le Rwanda et la RDC. Thierry Michel reprend ces arguments dans son film, ce qui, de mon point de vue, pose problème. Je dois aussi rappeler un autre fait. Pendant la guerre du Zaïre, les États-Unis ont été directement impliqués. Ils ont livré des munitions, des armes et des munitions au Rwanda. Les armes qui ont été utilisées, une des parties provenait des stocks de l'armée américaine qui était restée en Ouganda après l'échec de l'opération Restore Hope en Somalie. Tous on le sait. Mais dans le film de Thierry Michel, on se contente de nous raconter le récit que racontent Kagame et un certain nombre d'universitaires ou de journalistes occidentaux à l'effet que le Rwanda est intervenu au Congo pour éloigner une menace sécuritaire que causaient les génocidaires Hutus, ce qui aujourd'hui ne tient tout simplement pas la route. Ça, c'est un élément important. Maintenant, il y a un autre point qu'il faut aborder. Quand on parle de la question des réfugiés Hutus, je tiens à rappeler qu'il y avait à l'époque une réunion tripartite organisée qui était composée du Zaïre, du Rwanda et du HCR, qui était en train d'étudier des voies et moyens pour régler la question des réfugiés. À chaque fois qu'on arrivait à une solution,
Kagame trouvait un moyen pour court-circuiter les choses. Ce qui fait qu'en 1995, en août 1995, donc un an avant l'invasion du Zaïre par le Rwanda et ses alliés, le Zaïre a expulsé ou renvoyé, si vous voulez, des réfugiés Hutus au Rwanda. Et que s'est-il passé? 3 jours après le début du renvoi des réfugiés Hutus au Rwanda, les États-Unis et leurs alliés sont intervenus pour demander au président Mobutu de surseoir cette décision. Ce qui fait que les réfugiés sont restés et le Rwanda plus tard a justifié l'attaque ou l'invasion du Zaïre au prétexte de démanteler des camps de réfugiés composés des prétendus génocidaires que lui-même a voulu maintenir au Zaïre pour des raisons que nous savons aujourd'hui. Tout cela, on le retrouve nulle part dans le film de Thierry Michel. Pour quelles raisons? Je ne saurais vous le dire. Est-ce que le réalisateur belge a voulu se contenter de la version officielle pour ne pas offusquer le gouvernement du Rwanda? Je ne saurais le dire. Je pense que Thierry Michel a été de bonne foi, mais je crois aussi que Thierry Michel n'a pas fait un travail de fond au niveau de la recherche pour des raisons qu'il m'est difficile de comprendre. Puisque l'état des connaissances sur la situation des Grands Lacs a beaucoup évolué pour qu'on nous serve une version de l'histoire qui n'est pas conforme à la réalité des faits. Il y a une chose aussi qu'il faut rappeler, c'est que par la suite, on a vu le Rwanda piller la RDC. Toutes les guerres étaient des guerres de prédation. Et dans cette guerre de prédation, les Rwandais n'étaient pas seuls. On sait que les matériaux, les minerais pillés au Congo sortaient par le Rwanda, allaient aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Donc il faut avoir un regard global pour comprendre la situation. Et c'est en regard de cette réalité géopolitique, économique et géoéconomique que l'on peut comprendre le silence entourant les crimes qui ont été commis au Congo. Alors quand Thierry Michel nous présente un film où l'on voit davantage des barbares africains se faire la guerre, s'entretuer, se charcuter et essayer en même temps d'occulter les faits, moi je suis mal à l'aise avec ça parce que c'est le genre de récit qu'on sert souvent pour expliquer des réalités africaines qui sont parfois très complexes parce qu'en réalité, la guerre du Rwanda, puis celle du Congo, ce sont des conflits africains sur fond de rivalité occidentale. On a eu d'un côté les États-Unis et leurs alliés et de l'autre la France et ses alliés africains. Donc ne pas prendre cela en considération ne peut permettre de comprendre la réalité des faits et surtout le silence assourdissant entourant les crimes qui se commettent dans cette partie du monde. Parce qu'il faut rappeler aussi qu'au Rwanda, moins de 6 mois après le génocide, on avait déjà mis en place le tribunal pénal international pour juger les auteurs de ces crimes graves. En RDC, on a des rapports des Nations Unies, des nombreux rapports documentant les faits. Il n'y a toujours pas de tribunal pénal international. Pourquoi? Parce que les enjeux sont beaucoup plus importants que ceux que nous laisse croire le film de Thierry Michel. Il y a 3 niveaux d'enjeux. L'enjeu national, avec la RDC, donc les acteurs congolais. C'est sur ça que Thierry Michel s'attelle beaucoup plus dans son film. L'enjeu régional avec le Rwanda et l'Ouganda. Thierry Michel en parle quand même un peu. Et puis l'enjeu international avec les États-Unis et leurs alliés, qui ont été pendant très longtemps les parents du Rwanda et de l'Ouganda, qui ont fait la pluie et le mauvais temps à l'est du Congo. Et c'est ça que le film n'aborde pas. Et c'est la raison pour laquelle je trouvais qu'il était essentiel d'en parler. Parce que de mon point de vue, on ne peut pas continuer à traiter les questions africaines avec une certaine légèreté ou en occultant des faits pour X ou Y raison. Moi, je ne dis pas que Thierry Michel est de mauvaise foi, je ne le crois pas. Je crois qu'il a fait un bon travail avec les moyens qui sont les siens. Je crois que son film, L'Empire du Silence, a le mérite d'exister. Mais je crois et je pense aussi qu'il faut relever que le film présente des insuffisances quand même assez importantes au regard de l'état des connaissances que nous avons sur la région des Grands Lacs. Et je veux finir mon message en m'adressant directement aux Congolais. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la région des Grands Lacs, des Congolais. Moi, j'ai travaillé sur la région des Grands Lacs. D'autres personnes l'ont fait aussi. Nous ne devons plus être complaisants ou développer un certain complexe envers tout ce qui vient d'ailleurs. Et là, je ne m'adresse pas nécessairement à Thierry Michel, je parle de manière globale. Nous avons tendance à beaucoup plus donner de l'importance à ce qui se dit par les étrangers sur nous que ce que disent les Congolais eux-mêmes. Or, comme l'a dit Lumumba, l'histoire de la RDC sera écrite par les Congolais. Bien entendu, des amis du Congo peuvent apporter un plus pour nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Mais gardons quand même à l'esprit qu'il y a des gens qui ont fait ce travail-là de manière décomplexée et qui ont parfois présenté des faits de manière beaucoup plus pertinente même que des acteurs étrangers. Donc nous ne pouvons pas toujours être complaisants ou complexés face
aux étrangers qui parlent de nous sans nous, ou qui parlent de nous selon leur propre perspective. Soyons fiers des travaux qui sont accomplis par les Congolais et vulgarisons-le. J'ai appris qu'il y a un réalisateur congolais qui a fait un film du même type que celui de Thierry Michel il y a près de 2 ou 3 ans. Je veux peut-être revenir sur ce film-là, mais on n'en a même pas beaucoup entendu parler. C'est aussi la réalité de notre écosystème. Nous sommes beaucoup plus portés à glorifier ce qui se fait ailleurs qu'à donner de l'importance à ce qui se fait chez nous par les nôtres. Et moi, je trouve que cela pose problème. Donc, en gros, c'est de ça que je voulais parler. Je remercie M. Thierry Michel pour avoir quand même fait ce film. Mais je crois qu'à l'avenir, si on s'intéresse au Congo, il faut s'intéresser au Congo de manière beaucoup plus objective, pas en choisissant des faits ou en essayant pas d'aborder des questions pour X ou Y raison. Bien de bonnes choses à tout le monde.